Bonjour à toutes et tous et bienvenue à cette 7e rencontre organisée dans le cadre de ma candidature à la présidence du CNOSF. Alors aujourd'hui, et c'est peut-être d'ailleurs une des raisons pour lesquelles il n'y a que des hommes, malheureusement c'est la réalité, mais on parlera d'économie et de modèles économiques et de pérennité des associations et des fédérations. Alors évidemment le contexte lié à la pandémie, à la crise économique, sociale, interroge encore plus aujourd'hui cette réalité, mais des tensions et des questions étaient évidemment déjà présentes. La pandémie se traduit par une baisse en moyenne de 30% des licences dans les fédérations, jusqu'à 60% pour certaines. Le bénévolat est impacté. Nathalie Péchala, présidente de la Fédération française des sports de glace, qui participait avec moi à une audition parlementaire ce matin, disait que si en septembre, il n'y avait pas un retour des licenciés à la normale, elle ne savait pas si la fédération pourrait continuer son activité. Donc, on est dans un contexte extrêmement grave et qui va du coup engendrer une réaction et une adaptation des associations et des fédérations. Donc, ce qu'on va essayer d'interroger aujourd'hui avec Arnaud Soroy, Gaël Caneco et Karim Malkouf, que je vais présenter, on va essayer de voir finalement quel scénario d'avenir et comment garantir non seulement la pérennité des fédérations, mais surtout, en tout cas moi ce que je porte, la pérennité de leurs projets et de ce qu'elles veulent porter et continuer à proposer comme contenu d'activités physiques, sportives, associatives. Alors Arnaud Soroy est maître de conférence à l'université de Poitiers et entrepreneur, les deux à mi-temps. Gaël Caneco est président de la Fédération française de spéléologie, un président bénévole a donc par ailleurs une activité professionnelle. Et Karine Maclouf est membre du bureau et entraîneur du Paris Lutte Olympique. Et j'excuse Lionel Lacasse, qui est président de la Fédération française de lutte, qui devait participer et qui n'a pas pu se rendre disponible. Donc, je vais commencer par vous donner la parole, Arnaud, pour présenter un état des lieux de ce qui est aujourd'hui le modèle économique des fédérations et des questions qui aujourd'hui leur sont posées. Bonjour, merci. Alors pour essayer de faire un tour de manière très générale, d'abord je pense qu'il est intéressant de faire la distinction entre la situation, actuelle et passée, peut-être entre les fédérations, leurs organes déconcentrés et leurs clubs. Voilà, et puis, être assez précis sur un certain nombre de termes. Moi, je pense qu'au regard de certaines études qui ont été menées ou des rapports, il y en a un sur la performance, sur le site internet du ministère du budget, sur la performance et des fédérations avec un certain nombre d'indicateurs. On voyait bien qu'avant la crise, il y avait déjà, des situations financières jugées, fragiles ou dégradées d'un certain nombre de fédérations. Déjà, c'est un premier point qu'il faut qu'on note, c'est que toutes les fédérations ne sont pas riches, toutes les fédérations ne sont pas, forcément toujours très bien structurées sur l'ensemble des domaines. Donc il y avait cette situation-là avant, la crise du covid. Et puis aujourd'hui, en vivant cette crise, on a une accélération, on a une loupe sur un certain nombre de phénomènes. Je ferai 3 grandes catégories au niveau des modèles économiques des fédérations, ça pourrait être discuté évidemment. La première, je mettrais un certain nombre de fédérations qui ont des droits marketing, des sponsors, qui organisent des grands événements. On peut prendre 2 exemples, faciles à comprendre avec le foot et le tennis, malgré le fait que ce soit des fédérations avec beaucoup de licenciés. Mais la majeure partie du budget des recettes de la Fédération française de tennis, c'est Roland-Garros. Donc une dépendance aux fonds publics et une dépendance, malgré le fait qu'ils en aient beaucoup, aux licences, assez faible. On pourrait faire un deuxième paquet de fédérations autour de celles qui ont un modèle économique basé sur, le volume, de licences, qui sont, payées par les clubs, à la fédération. Et puis on a aussi des fédérations, avec un volume de licences bien inférieur et qui ont aussi une dépendance aux fonds publics assez importante, pour notamment mener leur mission de service public, la délégation de mission de service public.
Évidemment, dans la situation qu'on vit aujourd'hui, celles qui sont le plus en difficulté me semblent être celles qui sont au milieu, celles qui sont très dépendantes de la collecte, des licences, de la remontée des licences du club vers la fédération. Mmh. Parce que les pouvoirs publics, pour le coup, on pourrait en reparler sur d'autres sujets, mais ont joué le jeu, et ça soit en local ou au niveau national, de maintien de subventions. Heu, donc ça, c'est plutôt bien. Celles qui sont sur des programmes marketing, leur équipe de France, leurs grands événements. On a bien vu que la Fédération française de tennis, si je reste sur cet exemple-là, a pu maintenir Roland-Garros dans un contexte particulier, avec évidemment des recettes qui étaient pas les mêmes que traditionnellement, mais elles sont un petit peu moins impactées. Évidemment, celles qui sont au milieu, qui sont basées sur un grand volume de licences et 25, 20, 25, 30 € par licence qui remonte à la fédération, je prends quelque chose d'assez global, eh bien forcément quand, on annonce ce que disait Emmanuel, moins 30, moins 40, moins 50, moins 60, je crois même qu'il y en a encore au-delà, sur certains types de fédérations, très spécifiques, eh bien évidemment là, on voit qu'il y a un budget qui est totalement impacté par la situation, actuelle. Donc ça, c'est peut-être le premier point sur les grandes catégories de fédérations. Après, moi je pense que et encore une fois en schématisant, hein, on a les organes déconcentrés, hein, les ligues, les comités régionaux, les comités départementaux qui sont globalement assez, dépendants aussi des fonds publics et d'un prélèvement des licences et donc qui, voilà, peuvent peut-être tenir si les fonds publics, jouent le jeu, ce qui est plutôt le cas, aujourd'hui. Et puis après on a la situation de nos clubs, nos clubs, qui fait que, bah, leur budget s'est écroulé, mais en même temps, il y a eu un maintien encore une fois des subventions dans la plupart des cas et puis une prise en charge quand c'est des clubs qui ont des emplois, une prise en charge avec les dispositifs communs. Donc on n'en parle pas trop, mais il faut quand même le dire, on a aussi un certain nombre de clubs. Je dis pas que c'est le cas de tous les clubs, mais un certain nombre de clubs, et j'en ai près de chez moi, qui sont très honnêtes en disant: «Notre problème majeur aujourd'hui, c'est pas l'économie. Notre Mmh. problème majeur, c'est que, premièrement, on ne sait pas combien de personnes vont revenir quand on pourra revenir». Heu et finalement, le problème majeur de ces clubs-là, pour un certain nombre d'entre eux, c'est pas les dispositifs d'aide, qui sont parfois d'ailleurs compliqués à remplir et sur lesquels c'est pas forcément simple d'y aller. C'est pas forcément, toujours la question de la licence, de la compétition et cetera. C'est de retrouver les pratiquants et de garder la motivation, des dirigeants bénévoles, qui fait que pour accueillir à nouveau, 150, 200, 250 licenciés adhérents dans le club en septembre, si en septembre c'est possible, il faut aussi du monde pour pouvoir encadrer. Donc voilà, globalement, moi, l'image que j'ai, c'est peut-être une situation plus fragile des fédérations, que les clubs, dans un premier temps, parce qu'ils sont extrêmement dépendants du nombre de licences. Et d'ailleurs, et j'en termine avec ça, il est intéressant de noter que les 2 premières grosses études qu'a fait le mouvement sportif pour voir l'impact de la crise sur le mouvement sportif, c'était mais parce que tout le monde parle de ça, donc c'était l'argent, on comptabilisait en euros les pertes. 2, notre réflexe, c'était de comptabiliser les problématiques en licence. Et d'ailleurs, on pourrait débattre d'ailleurs problématiques en licence et en adhésion. Moi, je pense qu'il peut y avoir un décalage plus important que ce qu'on croit entre la perte de licence et la perte d'adhérents. Ce phénomène peut-être là qui va poser la question de la relation entre club et fédération et même entre licenciés et fédération. Donc on peut voir un décalage qui va peut-être s'accentuer, un décalage entre le nombre de licenciés et le nombre de pratiquants, y compris dans les clubs fédérés. Donc ça c'est le premier point et je trouve que ces 2 études-là, si elles sont très intéressantes évidemment et si elles parlent à un certain nombre d'interlocuteurs qui ne parlent qu'en euros, pour dire, les choses très clairement, moi je pense et ça a été l'objet d'un travail qu'on a fait avec mes étudiants, de master 2 management du sport avec et pour la Fédération française de boxe. On a essayé nous de se centrer sur une étude autour d'une sorte de baromètre de l'opinion, des bénévoles et des responsables des clubs de boxe en France, en disant: «Mais aujourd'hui, combien vous avez déjà perdu de bénévoles? Est-ce que vous pensez qu'ils vont revenir si l'activité repart? Heu, Comment vous vous sentez?» On a interrogé en premier les présidentes et les présidents de clubs de boxe en disant: «Mais comment vous vous sentez? Quelles sont, les difficultés que vous vivez au quotidien? Comment on peut essayer de vous aider? Comment on peut faire en sorte que si demain on nous dit: "On peut repartir"», eh bien, vous puissiez le faire dans de bonnes conditions?» Et donc ça, c'était extrêmement intéressant de faire cette analyse-là. Je crois que le Cosmos a dû faire quelque chose aussi, plus récemment sur cette question du baromètre un petit peu, de l'opinion, du bien-être ou du mal-être des dirigeants. Je crois que c'est une question essentielle parce que
faut pas qu'on oublie quand même qu'une bonne partie de l'économie du sport, elle est assurée aussi par des dirigeants bénévoles qui, si on le voit pas forcément en dépenser en recettes, automatiquement dans tous les budgets des associations, est un financeur énorme, du système sportif français. Voilà, pour brosser un tableau assez large qui doit certainement être critiquable et qu'on peut critiquer et en tout cas dont on peut débattre. Merci, Arnaud. Alors ce sera une très bonne transition avec Gaël, le dirigeant, bénévole et l'occasion en effet de rappeler que, l'économie sociale et solidaire dont on parle tant, elle n'est pas seulement un dispositif qui a été mis en place et notamment, depuis la loi, Hamon de 2004, je crois. L'économie sociale et solidaire, c'est d'abord, l'économie, non marchande et c'est notamment, l'économie, du bénévolat, des associations sportives qui créent finalement des espaces de solidarité, de coopération et qui ne se comptent pas en argent sonnante et trébuchante. Donc ça fait partie des enjeux aussi à travailler sur la place du bénévolat et surtout la reconnaissance du bénévolat. Et puis Arnaud, tu as bien fait de rappeler que l'enjeu premier, c'est évidemment la question de la reprise, que les collectivités territoriales, c'est l'ANDES qui a publié un rapport, ont en effet, dans la très grande majorité, maintenu les subventions au moins de fonctionnement auprès de leurs clubs. Et pour ce qui est de l'État, on aura, je pense, l'occasion d'en parler dans les 3 quarts d'heure à venir, puisqu'il y a plusieurs sujets d'actualité. Il y a quand même la suppression, le gel de 120 postes de CTS placés auprès des fédérations qui vont être transférés pour une certaine partie dans des CREPS et pour d'autres supprimés. Donc c'est une vraie question sur le soutien actuel aux fédérations. Et puis la question du pass sport qui sera une aide à la prise de licence dont aujourd'hui rien n'est réglé et en tout cas qui soulève encore beaucoup d'interrogations pour le mouvement sportif fédéré avec le risque que ce passeport n'atteigne pas la cible escomptée. Alors Gaël Caneco, président de la Fédération française de spéléologie et bénévole, je l'ai dit, quel état des lieux aujourd'hui pour la fédération et quelles spécificités peut-être aussi à mettre en avant? Bien, bonjour, merci pour l'invitation. Effectivement, je représente la Fédération française de spéléologie. On a 3 disciplines, la spéléologie, la plongée souterraine, et le canyon, on n'est pas forcément, délégataire de chacune de ces disciplines, mais en tout cas de la spéléologie. On est donc plutôt une petite fédération de 7 000 licenciés. Alors quand je dis 7 000 licenciés, c'est une habitude parce que ça fait des années qu'on était plutôt au-dessus des 7 000. Là, avec la crise, du coup, on est passé en dessous des 7 000. On est plutôt entre 6 000 et 7 000. On n'est pas une des fédérations les plus impactées, mais clairement, ça impacte sur le budget. Au niveau de notre fonctionnement, on est effectivement majoritairement des bénévoles. Quand je dis majoritairement, c'est que il y a très peu de pros dans nos structures, que ce soit au niveau des clubs, des CDS, des CSR ou du national. Hem on a en gros un fonctionnement au niveau financier. On a une partie qui vient de nos licences, une grosse partie qui vient de nos licences, une autre partie qui vient de nos formations, mais bien entendu uniquement des formations nationales parce que tout ce qui est formation au niveau départemental, régional ou même club, heu, ne remonte pas à la fédération. Une partie de convention d'objectifs avec le ministère effectivement pour cette délégation de service public qu'on a sur des disciplines qui sont un peu particulières puisqu'on est pour chacune de nos disciplines, on est en environnement spécifique et même sous contraintes particulières pour 2 d'entre eux. Ce que ça impacte, c'est que on on a une sécurisation des pratiques qui est très importante, donc ce qui passe par de la formation et par de l'encadrement contraint. Hem Cette sécurisation, on la fait pas que pour nos licenciés, on la fait pour tous les pratiquants. Donc on a cette mission pour tous les pratiquants, mais elle n'est payée entre guillemets que par les licences et la convention d'objectifs. Cette convention d'objectifs, elle nous aide beaucoup, mais clairement, elle est pas suffisante, pour faire, tout ce qu'on aimerait faire. Hem Là, avec cette perte de licence qu'on a en ce moment, ce que ça impacte, c'est que, certaines actions, qu'on envisageait pour,
dynamiser la fédération, on ne pourra pas les faire. L'autre impact qu'on a de cette, de tout ce contexte, c'est que donc on fonctionne surtout sur des bénévoles. On a de plus en plus de contraintes, pas seulement à cause de la sécurisation des pratiques, mais le contexte actuel. Ce qui fait que nos bénévoles s'épuisent. Donc, des bénévoles qui s'épuisent, pas trop de professionnels dans la fédération, baisse de moyens. C'est un peu un cercle vicieux. On essaie de l'enrayer. Donc on essaie de changer notre modèle économique, clairement. C'est pas évident, mais de moins dépendre des aides de l'État, même si elles nous aident encore beaucoup. On n'a pas encore trouvé la solution là par rapport à la baisse des CTS, parce que donc là on parle de gel de potentiellement 120 CTS. Il ne faut pas oublier que cette baisse, elle a commencé depuis un moment, en fait. Donc nous, même si on ne baisse pas nos CTS, en fin 2019, début 2020, on a perdu 50 de nos conseillers techniques nationaux, donc en 4 mois. Donc en fait, pour une petite fédération, quelques CTS, enfin, pour toute fédération, quelques CTS, ça peut paraître minime, mais en fait, pour une petite fédération qui en a peu, tout de suite, ça impacte beaucoup plus. Et de transformer ça en emploi fédé, pour nous, c'est pas possible au niveau financier. En tout cas, pas pour l'instant. Donc, du coup, changer le modèle économique, ça veut dire effectivement chercher donc, les sponsors. Je pense qu'on dans le milieu, on a déjà trouvé, pas mal de sponsors, mais on est très limité. Hem, au niveau des fonds publics, du coup, on essaie d'aller chercher des fonds dans d'autres ministères parce que nos actions, elles sont aussi sur l'environnement, elles sont aussi sur la culture, elles sont aussi sur enfin, on a une spécificité avec le ministère de l'Intérieur aussi au niveau de la fédération. Donc voilà, on essaie d'aller chercher d'autres financements. Hem et puis on essaie ça c'est le plus dur, de faire comprendre à nous tous bénévoles, je me comprends dedans que, il faut peut-être penser à faire des actions, pour aller chercher de l'argent, plus que pour, faire des actions pour tout le monde en fait. Et ça, c'est pas évident. C'est un cliquet qui est pas évident. Hem donc, voilà, c'est les gros débats qu'on a dans la fédération en ce moment, et qui sont, de nouvelle génération, on va dire. Après, au niveau on parlait Emmanuel, tu me demandais, est-ce qu'on a une concurrence avec le secteur pro? Alors j'élargirais en fait, plus que le secteur pro, j'élargirais à tous les acteurs, de la discipline. Et là, je parlerai spécifiquement de la spéléologie, mais je pourrais parler aussi du canyon, je pourrais parler d'autres sports. Donc pour la spéléologie, on est principalement, on va dire, 2 fédérations à faire de la spéléologie. Il y a la Fédération française des clubs alpins, donc la FFCAM, et nous. Hem et au niveau secteur pro, donc il y a, tous les pros sont formés, au niveau du CREPS, Wallon-Pont d'Arc. Il y a que ce CREPS-là qui peut former. C'est une des spécificités, qui est due à la contrainte, à l'environnement spécifique. Et donc cette concurrence, elle fait qu'on a, tout ce qui est, découverte, c'est majoritairement fait par des pros. Donc ils évaluent à environ, 200 000, entre 200 et 400 000, personnes qui vont passer dans leurs mains chaque année. Donc c'est à peu près autant que l'alpinisme, hein, pour vous faire une idée. Hem, Nous, on va passer on va dire entre 13 et 20 000 personnes, si on prend même les personnes qui passent, à la fédération sans être licenciées. Et au niveau de la FFCAM, ils sont 100 000 licenciés et ils estiment, je sais plus quelle est leur estimation du nombre de spéléos qui sont dans leur sein, qui pratiquent la spéléo, mais voilà. En gros, il y a tous ces secteurs qui vont pratiquer. Nous, on est, encore une fois 7 000 licenciés et
on doit être, entre guillemets, garant de la sécurisation de la pratique pour tout ce monde-là. Donc on essaie en fait de ne pas être en concurrence, mais de travailler avec tout le monde, ce qui n'est pas évident. En fait, tout le monde est de bonne volonté, tout le monde essaie a la volonté de travailler ensemble, mais malgré tout, c'est pas évident. Quand on va pas aller récupérer de l'argent de la FFCAM pour les licenciés qui vont pratiquer de la spéléologie. On va pas aller demander, prendre un impôt, même si on le pouvait, sur les pros. Par contre, ce qu'on peut essayer de faire, c'est avec les pros, de les inclure dans nos offres de formation, par exemple, d'essayer de leur ouvrir notre calendrier de formation pour qu'ils puissent intervenir, proposer des formations pour en gros travailler au sein de la fédération. Et de l'autre côté, par contre, pousser leurs clients à aller voir ce qui se passe au niveau de la fédération. Je résume en fait, hein, mais parce qu'il y a beaucoup plus de choses que ça, mais voilà. En fait, on essaie vraiment de travailler avec tout le monde, mais malgré tout, c'est pas évident et pour l'instant, on n'a pas encore transformé l'essai. Donc voilà, je pense que j'en oublie beaucoup. Je relis juste mes notes. Ta 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 ta. Non, ce sera, Ah oui, tu pourras revenir. oui. Ouais, vas-y, vas-y. Après, on parlait juste pour faire un point spécifique sur le découragement du bénévolat, je c'est assez simple en fait à imager. Au niveau du conseil d'administration de la fédération, on n'est pas au complet. D'accord? On n'est pas au complet, c'est comme ça. Au niveau des régions, c'est la même chose pour la majorité des régions. Au niveau des CDS, c'est pareil, c'est la même chose. Et au niveau des clubs, on a aussi de moins en moins d'engagement. Il faut pas oublier que pour notre fédération, c'est très important parce qu'on a, sur les 7 000 licenciés, bon, à chaque fois je me base sur 7 000, mais voilà, il faudrait que je remette à jour mes stats. On est, environ 1 300-1 500 élus, et on est environ, 1 700 secouristes. Quand je dis secouristes, c'est la spécificité de notre fédération, c'est qu'en fait, c'est nous qui intervenons principalement sur les secours sous terre. Donc, quand il y a un accident dans un département, le préfet appelle en gros la fédération, et du coup, la fédération va travailler en cohérence avec les autres corps constitués pour faire ce secours. Donc voilà, environ 1 700 secouristes. Donc, une perte d'engagement des bénévoles, ça veut dire tout de suite une perte de ressources au final. C'est pas une ressource financière, effectivement, mais c'est une ressource qui est capitale pour nous. Donc de ne pas préserver les bénévoles et de ne pas faire plus pour eux, c'est compliqué. Et quand je dis plus pour eux, c'est pas forcément penser quand on fait des réunions et qu'on convoque entre guillemets les bénévoles. Souvent c'est en semaine, c'est pendant les heures de travail. Euh, souvent, il y a beaucoup de contraintes qui sont plus acceptables pour le secteur pro que pour le secteur bénévole. Et ça toutes les strates. Donc c'est compliqué. Je ne sais pas ce que Merci. je peux rajouter d'autre. Merci beaucoup, Gaëlle, mais tu pourras revenir après. Alors, j'en profite avant de donner la parole à Karim. Dans le chat, il y a une question de Venceslas Borderias. Alors, bon, sur les élections de la FFEPGV, je préfère pas me prononcer sur des élections dans les fédérations. Sur la question du modèle du SCIC, donc de la Société coopérative à intérêt collectif, je crois que c'est la terminologie. En effet, la proposition de loi qui est actuellement en discussion au Sénat va permettre aux fédérations, aux associations d'intégrer un modèle de SCIC. En fait, pour moi, la question n'est pas d'être partisane ou de ne pas être partisane. La question, c'est de ne pas commettre. En fait, la question, c'est le projet politique. Et finalement, à quoi va servir un format de SCIC à une fédération? Si l'enjeu, c'est de professionnaliser les bénévoles, pour moi, ce n'est pas forcément une bonne réponse. Et pour moi, il y a un risque de finalement orienter les fédérations et les associations vers un projet qui n'est pas le leur. Et en gros, plus il y a eu de subventions publiques, et Gaëlle l'a un peu dit tout à l'heure,
plus il y a eu d'appels à projets, ce qui n'est pas du tout la même chose qu'une subvention publique, finalement, plus les fédérations et les associations aussi ont dû mettre de plus en plus d'énergie dans la question de la gestion, et tout ça s'est fait au détriment d'un projet politique. Et finalement, les associations qui avant étaient subventionnées pour du fonctionnement le sont de plus en plus pour répondre à des projets. Et en fait, quand on va vers ce type de scénario de financement pour l'avenir, eh bien, on risque vraiment de porter préjudice au projet politique d'une association. L'État n'est pas censé subventionner pour qu'une fédération, une association mène une politique décidée par l'État. L'État doit venir en soutien à une politique portée par la fédération ou par l'association. Donc pour moi, il y a vraiment un enjeu essentiel sur la nature du projet politique. Et la SCIC doit vraiment être prise dans ce sens-là, parce qu'elle ne doit pas avoir comme conséquence de justement professionnaliser pour être plus efficace au sens de la gestion. Et d'ailleurs, la rémunération des dirigeants qui est posée dans le chat, aujourd'hui, elle est possible puisque toute association a la possibilité de rémunérer 3 dirigeants. Donc l'enjeu pour moi, c'est surtout de se poser les bonnes questions d'un point de vue politique. Et la SCIC a un intérêt du point de vue partenarial à l'échelle d'un territoire, par exemple, avec d'autres acteurs que celui de la fédération. Mais se transformer en SCIC pour se transformer en SCIC, rémunérer les dirigeants et finalement avoir plus d'outils de gestion, pour moi, n'est pas une réponse intéressante d'un point de vue économique et politique. Alors, Karim Maklouf, qui est donc entraîneur, mais également bénévole et dirigeant du Paris Lutte Olympique. Est-ce que tu peux nous faire un état des lieux de la situation du club à 1 an après la crise, et puis peut-être nous expliquer son fonctionnement, ses modalités d'adhésion? Ça marche, entendu. Bonjour à tous, merci. Donc déjà, en un premier temps, vous présenter un petit peu le club. Donc c'est un club qui a 20 ans d'existence. Il a pour objectif évidemment de proposer la discipline de la lutte. Il est ouvert à tout public, que ce soit de niveau, d'âge ou de sexe. Et on a une double affiliation, donc à la fois à la FFLDA et à la fois à la FSGT. Et donc on a été labellisé l'année dernière. Fédération française de lutte et disciplines associées. Absolument. Donc c'est un club qui s'est fortement développé l'année dernière, 2019-2020. Évidemment, croissance interrompue par la crise du Covid, qui touche un petit peu tout le monde aujourd'hui. Donc, puisque, comme vous le savez, on est sur un sport à la fois en intérieur et un sport de contact, évidemment, la réglementation fait qu'aujourd'hui, c'est proscrit. Pour vous parler de l'année 2019-2020, nous étions 150 licenciés. Donc aujourd'hui, et en dépit du Covid, on arrive à avoir un effectif de 75 licenciés. La chance qu'on a, c'est qu'on arrive à toucher un public jeune, qu'on a réussi à maintenir au sein du club. Et évidemment, en termes de ressources financières liées à ce nombre de licenciés, puisque nos ressources dépendent évidemment des cotisations. Et donc, on l'a vu progresser entre l'année 2017-2018, 2019-2020. On est passé de 13 000 € en 2017-2018 à 18 000 2018-2019 et à 23 000 en 2020. Donc aujourd'hui, ces ressources financières, elles nous permettent 3 choses. La première, c'est l'achat d'affiliation auprès des différentes fédérations auxquelles on adhère. Ça nous permet de prendre en charge le déplacement de nos sportifs lors de compétitions, de stages. Et évidemment, quelquefois, l'achat de petits équipements pour le renforcement musculaire, par exemple. Notre modèle économique est excessivement simple puisqu'il repose sur le bénévolat à 100%. L'ADN du club, c'est vraiment ça, c'est 100% bénévole. Et donc, on fonctionne à ce jour sans subvention publique. Maintenant, on ne s'exclut pas le fait de le faire. Maintenant, il faut que ça corresponde à un projet spécifique du club en termes de développement ou projet spécifique. Donc, pour nous, la richesse, c'est évidemment nos adhérents. Ça dépend évidemment, dont dépend donc notre survie financière, mais c'est aussi notre raison d'être. Donc, plus de lutteurs, pas de lutte sans lutteurs.
Et c'est évidemment une richesse collective, puisque aujourd'hui, au niveau de notre club, on essaye de fonctionner en mode projet. Donc, on a un président qui travaille avec nous et qui nous donne une grande liberté d'action. L'idée, c'est que tous les adhérents peuvent participer collectivement à des projets qu'ils veulent mener à bien au sein du club. Et donc, ça permet de travailler justement avec beaucoup plus d'agilité. Aujourd'hui, notre inquiétude face à la crise du Covid, c'est quoi? C'est notre capacité à attirer de nouveaux pratiquants, fidéliser nos adhérents dans un contexte où la pratique de la lutte est pour l'instant empêchée donc, par les mesures sanitaires en vigueur, et évidemment conserver cet élan collectif que jusque-là, nous avons réussi à impulser. Maintenant, notre richesse, c'est évidemment nos bénévoles, l'ensemble des bénévoles. On a 2 entraîneurs, un préparateur physique et 3 animateurs. Et on poursuit notre objectif de former des brevets fédéraux premier degré. Donc, ce sont des personnes qui peuvent encadrer une séance de lutte sur des publics débutants notamment. Et donc, ils sont toujours accompagnés par quelqu'un de confirmé au sein du club. En tout cas, sur l'année dernière, on a réussi à valoriser le montant du bénévolat. On l'a quantifié en euros. Donc, on l'a quantifié à hauteur de 6 000 euros. Maintenant, on n'a pas pris la rémunération de référence d'un coach sportif qui pourrait être à 60 euros de l'heure non chargé. On est bien évidemment, on l'a estimé aux alentours de 20 à 25 euros. Donc, aujourd'hui, au sein du club, on propose 7 créneaux qui peuvent aller de 1h30 à 2h. Et aujourd'hui, comme vous le savez, le bénévolat, on ne peut pas le quantifier puisque il y a la partie quantifiable quand on parle d'un salaire qu'on pourrait politiquement payer aux bénévoles, mais ce n'est pas notre cas. Là, on est vraiment sur une notion de fidélité au niveau des lutteurs saison après saison et de notre capacité à garder de nouveaux pratiquants, à attirer de nouveaux pratiquants. Et donc, les bénévoles aujourd'hui sont le moteur, c'est évidemment la passion. Et donc, on est tout le temps dans cet état d'esprit où on se dit qu'il faut impliquer aussi une nouvelle génération et essayer de transmettre notre passion aux plus jeunes pour favoriser un jour le remplacement. Et donc aujourd'hui, le modèle économique dominant est sans doute incontournable de notre sport. Donc on est plutôt sur un modèle qui, chez nous, est vertueux, pardon. Et on n'est vraiment pas dans une logique marchande. Et au niveau de notre coût, au niveau des finances publiques, il est quasi nul, puisqu'aujourd'hui, on fonctionne sans aide de l'État. On ne traite pas des clients au sein du club, clairement, et on est plus que des prestataires de services, et on fonctionne vraiment sur un modèle agile, puisque, comme je vous le disais, on fonctionne sur la passion, et on fait preuve, évidemment, d'adaptabilité, de créativité, pour répondre aux attentes à la fois de notre fédération et des collectivités territoriales. L'idée pour nous, c'est évidemment donc de ne pas solliciter de subventions pour le moment, comme je vous le disais. Et donc, on sort un petit peu du radar des politiques publiques en matière d'aide économique, puisque la seule aide véritable des collectivités locales, c'est la mise à disposition de locaux, du moins de gymnases, pour qu'on puisse s'y entraîner. Donc ça, c'est vraiment appréciable. Et après, au niveau des richesses qu'on arrive, je pense, à créer, c'est évidemment du lien social, de l'intégration sociale sur des publics parfois fragiles, évidemment de la richesse en matière de santé publique générale et en matière d'éducation et de citoyenneté. Après, évidemment, sur le Covid, les risques qu'on a identifiés, c'est que le club repose uniquement sur du bénévolat et que, en cas de difficulté, c'est vrai qu'après, on peut avoir des difficultés justement sur ce moteur qu'on essaie de mettre en place. Et il faut continuer à mobiliser, en tout cas, l'ensemble de nos adhérents. Merci beaucoup, Karim. Le Paris Lutte Olympique serait très concerné par le dispositif Passeport qui est en discussion, puisqu'il s'agira d'une aide gouvernementale en tout cas aujourd'hui, de 50 € pour prendre une adhésion dans un club qui est fédéré, donc incluant une licence. Aujourd'hui, il y a néanmoins des discussions sur la tranche d'âge et surtout sur le quotient
familiales concernées, puisque donc le président de la République avait annoncé 100 millions d'euros. Et donc d'après Bercy, parce qu'il faut toujours avoir en tête que c'est d'abord Bercy qui décide en réalité, et après les autres ministères s'adaptent. Donc d'après Bercy, ça veut dire qu'il faut une tranche d'âge de 6 à 16 ans et 6 à 20 ans pour les personnes en situation de handicap, avec un quotient familial inférieur ou égal à 600 euros. Donc, ce qui est bien pour les familles très modestes, mais qui va exclure du dispositif quand même énormément de monde, et y compris des familles modestes, puisque d'après les calculs, par exemple, une mère seule ou un père seul qui élèverait 2 enfants en gagnant le SMIC ne pourrait même pas prétendre à ce dispositif. Donc, il y a un enjeu, en tout cas, moi, mais je ne suis pas du tout la seule, on propose que ce dispositif soit élargi déjà à la population étudiante, qu'il aille au minimum à 20 ans et 25 ans pour les personnes en situation de handicap, et que le quotient soit l'équivalent de l'aide, de l'allocation de rentrée, soit aux alentours de 1 200 euros, pour permettre qu'il y ait plus de monde, parce que sinon ces 100 millions d'euros ne seront pas dépensés et on aura de toute façon tout faux sur l'aide à la reprise, en tout cas pour la population jeune. Arnaud, est-ce que tu souhaites réagir aux interventions de Gaël, de Karim, ou à l'actualité aussi sur le passeport? Les SKIC aussi, je pense que tu as déjà J'en ai déjà une pleine travaillé page la question. Voilà. de notes. Non, peut-être juste sur le passeport, effectivement, moi aussi, j'ai eu quelques échos très inquiets du fait qu'on puisse reprocher dans quelques mois au mouvement sportif de ne pas avoir pu dépenser l'argent qu'on lui aura promis. Mais si on met trop de contraintes, là, tu as citer les contraintes pour la population qui pourrait bénéficier du dispositif, mais il faut rajouter à ça aussi les quelques fuites sur les contraintes que pourraient avoir les acteurs des clubs. Et là, je pense aussi et beaucoup aux dirigeants bénévoles à qui on va demander du travail administratif a priori assez complexe pour mettre en place le dispositif. Et ça risque d'être un autre frein important et qui Et fait que... surtout que, excuse-moi Arnaud, Vas-y, en vas-y. fait, les clubs devront disposer d'un compte asso. Donc, pour ceux qui connaissent, c'est le compte qui permet de répondre à des appels à projets ou au projet sportif fédéral. Sauf que la grande majorité des associations n'ont pas de compte asso, pour la raison que vient d'expliquer Karim, peut-être aussi de ne pas avoir recours à des subventions publiques. Donc, ça va imposer aussi aux associations de rentrer dans ce dispositif, quoi. Excuse-moi, Si je je t'ai peux, coupé. Alors, Gaël, peut-être, Arnaud, pardon, si ça ne te si je peux dérange juste pas. intervenir sur, par rapport au fait que certains clubs n'aient pas de compte asso. Une autre spécificité de notre fédération, on n'est probablement pas la seule, c'est qu'on a plutôt des petits clubs, on a beaucoup de petits clubs. Du coup, pour pouvoir prétendre à certaines aides, certaines subventions, faire des appels à projets, il y a souvent des seuils minimaux. Et du coup, les actions qui sont faites 100% par des bénévoles dans des petits clubs, souvent, elles n'atteignent pas ces seuils. Du coup, les clubs, ils essaient pour la plupart même plus d'aller chercher Tout à ces, fait. ces subventions. Voilà, c'était juste Tu ce as que je bien voulais dire. fait de le préciser. Ah, Arnaud, non, mais ça me permet de faire la transition avec un autre sujet. Alors, il ne faudrait pas me lancer parce que là, je crois qu'on s'arrête à 14 h, donc je vais essayer de me limiter. Mais le sujet finalement du passage de la subvention, de l'aide au projet associatif à la transformation des associations en prestataires de services. Là, il y a eu un glissement qui s'est fait pour les plus anciens, du FNDS au CNDS, du CNDS à l'Agence nationale du sport. Et on se retrouve aujourd'hui à essayer de transformer une partie du mouvement sportif, des associations, des dirigeants, bénévoles, mais aussi des salariés dans les clubs, en prestataires des pouvoirs publics qui déterminent une politique, y compris une politique sportive territoriale, et en se transformant finalement juste en prestataire, ce qui est à mon avis assez éloigné de l'engagement bénévole initial. Et du coup, le pouvoir politique sportif au sens noble du terme, il échappe aussi au comité directeur. Dans mon ancienne vie de GDOS et de cross, j'ai eu des échanges parfois un peu musclés, un peu toniques avec des collectivités territoriales pour leur dire que finalement, je pouvais, en tant que directeur, donc salarié, je pouvais finalement virer mon propre comité directeur, parce qu'il n'avait plus de pouvoir de décision, parce qu'il fallait avoir les financements pour monter des projets. Et donc finalement, la décision de quel projet on mettait était uniquement liée au financement qu'on pouvait avoir. Donc dans le modèle économique, ça c'est une des limites et c'est un vrai risque, et on a vu ce glissement-là. Et j'ai pas l'impression que ça s'améliore beaucoup, donc il faut être très attentif à ça. Et le mouvement sportif, fort de
de son volume, parce que 107, 110 fédérations, 170 000 clubs, 16 millions de licences pas licenciées, tout ça c'est une force et un mouvement, et il doit peser aussi pour faire en sorte que ces glissements-là soient pas toujours contre-productifs. Donc ça me semble être un sujet essentiel, et ce que vient d'expliquer Gaël est très vrai, c'est que on a, de par les contraintes administratives, on a augmenté les phénomènes de seuil. C'était le cas du CNDS, notamment. On a augmenté les phénomènes de seuil et on a exclu d'office un certain nombre d'associations dans les capacités à faire des demandes de subventions auprès de l'État, parfois auprès des collectivités territoriales. La réponse qui avait été donnée à ça à l'époque, et ça c'est une des vraies questions, peut-être que la crise revient là-dessus, c'est la question de la coordination, en disant du coup si les clubs peuvent plus le faire parce qu'il y a des contraintes administratives, parce qu'il y a des soucis de transparence des fonds publics, etc. Tout ça on peut le comprendre, c'est nous en tant que citoyens qui sommes responsables de cette augmentation des contraintes finalement aussi. Donc la réponse était censée être le collectif, c'est-à-dire mettons ça à l'échelle d'un comité départemental ou d'une ligue ou d'un comité régional ou d'un GDOS ou d'un CROSS en l'occurrence, et faisons porter cette petite demande par d'autres structures. Oui, mais c'est que là, on en arrive à la vraie question de la solidarité du mouvement sportif, soit territorial, soit fédéral. Il faut le mettre en musique. Là, c'est notre critique à nous. Je dis nous, parce que j'y ai été longtemps dans le mouvement sportif. Il faut qu'on passe à l'acte de ça. Ça, c'est la réponse qu'on aurait peut-être pu apporter depuis un peu plus vite, parce que là, on était en réponse à la sollicitation des pouvoirs publics. Là-dessus, là où on peut critiquer parfois les pouvoirs publics, il faut que le mouvement sportif se mette davantage en mouvement sur ces questions-là pour faire face à cette demande qui, là, c'est le sens de l'histoire, malheureusement, je pense qu'on ne pourra pas changer. Les augmentations des contraintes administratives, financières, fiscales, etc., ne me semblent pas être possible on ne pourra pas les diminuer. Donc il faut qu'on s'organise autrement, et je crois que notre solidarité à la fois territoriale et fédérale doit mieux répondre à ces besoins-là. Et puis peut-être un point sur les SIC. Moi je pense que, alors je ne crois pas que le statut juridique soit une réponse à un problème. C'est-à-dire que c'est un outil de plus, et tant mieux, et qui est très intéressant. Il faut absolument l'analyser, il faut l'étudier. C'est intéressant d'étudier ce statut juridique qu'on peut utiliser dans le mouvement sportif, qui est déjà un peu utilisé. Après, il a un intérêt aussi, c'est sur la relation, et moi j'y suis sensible, sur la relation entre salariés et bénévoles dans les clubs sportifs, dans les fédérations, à tous les niveaux. Ça peut peut-être redonner et sortir un peu du schéma, les bénévoles décident, les salariés exécutent, c'est la technique pour les salariés, c'est la politique pour les élus. Ça, c'est la théorie. Dans la pratique, la relation, le technicien influence la décision, le dirigeant a une vision aussi technique d'un certain nombre de choses, et on ne peut pas séparer de manière complètement étanche la frontière entre le technique et le politique. Donc c'est cette zone de frottement, parfois ça frotte, mais c'est cette zone tampon qui est intéressante. Et peut-être que les SIC, c'est un moyen aussi de faire prendre conscience qu'il y a une zone tampon qui est plus large que ce qu'on croit. Donc voilà, je mets juste ça au débat, mais la SIC, c'est pas du tout pour moi la solution miracle en disant qu'il faut transformer le statut associatif, la loi 1901, elle est dépassée, il faut passer au SIC, j'y crois pas. Par contre, je crois que la réflexion qu'on peut mener à l'occasion d'une réflexion sur les SIC, autour de cette question de la place des salariés aussi dans le mouvement sportif, est intéressante. Merci Arnaud. Alors Gaël, Arnaud et puis Karim, vous faites référence aux petites associations, aux petites fédérations. Il faut avoir en tête aussi que dans le contexte de crise, comme c'est seulement les pertes financières qui ont été prises en compte, en fait, seules les associations et les fédérations, enfin la plupart des fédérations des salariés, mais seules les associations employeuses ont été considérées. Je crois d'ailleurs que le Paris Lutte Olympique, en tout cas son président, pas toi Karim, mais a beaucoup réagi sur l'absence de prise en compte des associations non employeuses dans le cadre du plan d'urgence, dans le cadre du plan de relance, et finalement qui pose la question de la reconnaissance des bénévoles. Donc on l'a abordé un petit peu tout à l'heure. Karim et Gaël, comment vous, finalement, que doit mettre selon vous en place l'État ou même les parlementaires pour mieux reconnaître l'action bénévole au-delà des réunions à ne pas organiser en journée, mais qui, là je apporte une légère contradiction, mais je sais que tu es un jeune papa aussi, qui pose aussi les réunions le soir, la participation notamment des femmes qui aujourd'hui encore ont la charge mentale et familiale en grande partie en France, et donc c'est souvent un frein aussi
pour elles, quoi, d'accès aux responsabilités. Gaël? Avec le micro ouvert, c'est mieux. Euh, ça a été un sujet, la reconnaissance du bénévole et entre guillemets, la promotion du bénévole au sein du mouvement sportif pendant l'étude, mais le changement de gouvernance qu'on a étudié au niveau du CNO, par exemple, et auquel j'ai participé. Les réponses sont pas évidentes. Une des réponses possibles, c'est de changer la vision qu'ont les entreprises, par exemple, donc les employeurs, des bénévoles, des gens qui sont bénévoles, qui sont aussi bénévoles dans leur vie. Parce que c'est pas évident non plus d'être bénévole quand on est salarié. Et, euh, et, euh, et si on n'a pas une bonne reconnaissance de nos employeurs, bah forcément, ce sera moins évident pour avoir la souplesse que demande notre engagement, ou ne serait-ce que pour avoir le temps en temps pour pouvoir faire des choses qu'on ne peut pas faire hors situation, hors temps pro. Donc peut-être que c'est une solution, c'est de travailler là-dessus avec les entreprises. Je sais, j'ai pas de réponse exactement à comment, mais peut-être que des financements peuvent être mis à ce niveau-là. Il y a déjà les congés pour représentation, mais c'est loin d'être suffisant et c'est très contraint. Il y a le mécénat de compétences qui permet, alors après, toutes les entreprises ne peuvent pas se le permettre, mais en tout cas, pour les entreprises sont importantes qui peuvent donc proposer à leurs salariés de travailler au sein de leur association et qui du coup contribuent aussi au développement associatif. Et voilà, en tout cas, il y a plusieurs présidents de fédération. En tout cas, il y a au moins un président de fédération qui va en bénéficier dans pas longtemps. Et les associations caritatives type Secours populaire, Secours catholique bénéficient beaucoup de ce type de dispositif pour des personnes qui sont pas loin de l'âge du départ à la retraite, par exemple, et qui peuvent du coup s'investir moins longtemps dans leur entreprise, mais plus rapidement à temps complet dans leur association. Tout à fait, mais souvent, enfin, dans mon entreprise, c'est le cas, je ne citerai pas le nom de l'entreprise. Euh, euh, sont beaucoup pour les associations, mais c'est surtout sur le secteur effectivement d'aide à la personne. Enfin, c'est vraiment, ils sont comme ils sont centrés sur ce pan-là, sur le côté mouvement sportif, c'est plus compliqué. Souvent, il y a une vision du bénévole qui est plus, comment dire, C'est ouais, pas toujours la assez sur le. reconnaissance du sport qui pêche. C'est ça, c'est plus compliqué. En tout cas, pour certaines entreprises. Mais après, voilà, chaque entreprise choisit ce qu'elle veut faire et c'est tout à fait louable. Mais Karim, en tant que bénévole, quel levier penses-tu que les pouvoirs publics doivent actionner pour mieux reconnaître et favoriser le bénévolat? En piste de réflexion, un petit peu comme pour ceux qui travaillent un compte personnel de formation pour continuer à se former, pour continuer à se motiver dans la pratique d'une discipline et s'améliorer régulièrement ou une fois par an. c'est une vraie question, Qui ça. serait dédié, un budget qui serait réellement dédié à se former, peut-être en fonction de la discipline de chacun, évidemment. Hein. Ça peut être la préparation physique, ça peut être un stage à un endroit pour s'améliorer sur le plan technique, acquérir de nouvelles compétences en matière de préparation mentale, par exemple, du moins, voilà, vraiment s'améliorer sur sa pratique pour transmettre le meilleur aux autres. Dans la question de la reconnaissance, c'est vrai que moi, je ne pense pas qu'il faille nécessairement un statut du bénévole. C'est un débat qui revient régulièrement. Le bénévole ne s'engage pas pour avoir un statut, il s'engage parce qu'il y a du sens dans l'activité qu'il va avoir. Tu l'as dit tout à l'heure, Karim, la passion. Donc, pour moi, le levier, c'est vraiment celui des moyens qui vont permettre justement aux bénévoles de mettre en œuvre le sens pour lequel il s'est engagé et donc de ne pas s'enfermer tout le temps dans des questions
de gestion et de contrainte. Et d'ailleurs, je pense qu'on peut interroger le terme d'honorabilité des bénévoles, même si la cause est évidemment très, très légitime de vouloir lutter contre les violences sexuelles, mais quand même aborder ça sous l'angle de l'honorabilité du bénévole, voilà, moi je pense que ça fait partie des questions interrogées. Et puis il y a Anthony Desbois dans le chat qui revient sur la question des CTS. Les CTS, les conseillers techniques sportifs, ont pour mission d'accompagner les fédérations dans l'élaboration du service public. Donc là, on pose aussi la question du sport pour tous, la question du bénévolat. Et c'est sûr que pour la fédération de kayak, puisque c'est elle qui est citée dans le chat, qui a 62 CTS, s'il devait être transformé en contrat de droit privé, ce serait absolument impossible pour cette fédération comme pour les autres. Donc là aussi, on touche finalement à la capacité de soutien de la vie associative. Et la vie associative, c'est aussi les bénévoles. Donc voilà, je pense que tu voulais réagir? Juste Vas-y, Arnaud. sur le bénévolat, c'est juste pour vous témoigner, j'ai participé au rendez-vous de préfiguration de l'Agence nationale du sport. Il y avait un rendez-vous sur Poitiers, j'étais gentiment invité à participer à ce débat-là. J'étais sur le premier atelier sur l'évolution du modèle économique et sur le deuxième atelier sur le bénévolat. Et est-ce que quand j'ai débuté ma carrière au CDOS de Charente-Maritime, un sujet important, c'était le sujet de la formation des bénévoles, ce qu'évoquait Karim, et puis le sujet du statut du bénévole, etc. 2002. On n'a pas avancé et je ne suis pas sûr que ce soit un vrai sujet quand j'échangeais régulièrement avec les dirigeants qu'on accompagnait au quotidien, de clubs ou de comités départementaux à l'époque. Moi, le statut, personne ne m'en parlait vraiment, à part les dirigeants des instances. Mais au quotidien, pas vraiment. Moi, ce que j'ai l'habitude toujours de dire, c'est que même avant la reconnaissance, je demanderais juste qu'on ait un peu de respect pour l'engagement qu'ils ont et le travail qu'ils font au quotidien. Et comment ça peut se concrétiser, ce respect-là, une fois qu'on a dit ça? Notamment dans les relations entre les pouvoirs publics et les dirigeants sportifs bénévoles, on pourrait par exemple faire en sorte de leur donner des outils, des moyens, des ressources à la hauteur des missions qu'on leur confie. Je pense par là à ne pas les défier avec des dossiers administratifs sur le projet associatif qui sont pour moi une insulte à leur engagement, en leur disant: «Si vous n'êtes pas capable de remplir un dossier de 30 pages sur votre projet associatif avec une déclinaison sur tel axe, tel axe, tel axe, tel axe», je ne vais pas les citer, mais bon, tout le monde voit ce que je veux dire. Ça veut dire que vous n'avez pas de projet associatif, ça veut dire que vous ne faites rien pour la société. Et ça, c'est extrêmement insultant et très mal vécu par les dirigeants. Et ça fait partie des éléments qui font qu'il y en a certains qui se sont désengagés. Parce que eux avaient l'impression de base qu'ils s'engageaient pour les autres, bonne volonté, bénévolat, bonne volonté et au service des autres. Et finalement, on leur rappelait souvent qu'ils étaient mauvais. Et c'est assez désagréable quand même. Donc, je pense que ça pourrait commencer par ça. Et je peux donner un autre exemple, c'est un sujet qui me touche, autour des solutions numériques. Je crois qu'aujourd'hui, la maturité d'un certain nombre de solutions numériques, je parle de solutions, pas d'outils, pas de plateformes, de solutions numériques globalement, fait qu'on pourrait, et là moi j'utilise même le terme qui choque souvent, déresponsabiliser les dirigeants bénévoles sur des sujets très techniques, peut-être trop techniques. C'est-à-dire qu'à un moment, même la formation, on forme tellement qu'avec le turnover des dirigeants, la création d'associations, la disparition, on peut pas former des gens à être compétents en fiscalité, en comptabilité, en droit, etc. C'est impossible, c'est impossible. Donc il faut, à l'image par exemple de ce qui se passe pour des maires, pour des communes, des élus, ils ont des centres de gestion, des centres de ressources, mais voilà, la notion de centre de gestion. Peut-être que pour une partie d'éléments trop techniques, il faut aussi être en capacité de dire ça, on peut le déléguer, le sous-traiter, et qu'on peut mettre en place, on parlait des solutions, moi voilà, c'est une que je porte depuis quelques temps, mettre en place des centres de gestion pour peut-être soulager un peu les dirigeants sur les éléments très techniques. L'emploi, la gestion technique de l'emploi, c'est un sujet. La fiscalité, la comptabilité, c'est pas ce qui motive les gens à s'engager bénévolement dans une association sportive, a priori, ou alors j'ai rien compris de mon métier depuis longtemps. Ils ont envie d'être au bord du terrain, développer des projets, faire ensemble, collectivement, humainement, ce qui leur manque terriblement en ce moment d'ailleurs, hein. On a tous les mauvais côtés et pas les bons, donc ça c'est quand même difficile. Donc je pense que ça, on pourrait avancer. Et si on faisait ça, là je pense qu'on apporterait du respect en leur disant: «Créons des outils, des regroupements pour vous soulager de cette partie que vous n'aimez pas et sur lesquels
on a des exigences techniques et ça, on ne peut pas les baisser, ce que je disais tout à l'heure. Donc, apportons peut-être des solutions tierces pour venir vous soulager par rapport à ça. Donc moi, voilà, je crois, au respect de leur engagement, de leur mission. Effectivement, moi je suis d'accord avec Emmanuel, l'honorabilité, moi ça m'a heurté tout de suite. Évidemment, le sujet il est essentiel, je suis père de 2 petites filles, c'est un sujet voilà qui me touche évidemment. Mais je trouve que mettre le doigt sur, être en défiance vis-à-vis de l'engagement bénévole en premier, enfin je trouve que c'est assez difficile. Alors si je comprends le projet, l'intitulé et cetera, voilà, j'ai tout de suite un peu en réaction avec j'avais tweeté là-dessus, ça m'avait un peu heurté en me disant: «Moi, j'aimerais bien qu'on les considère d'abord, avant tout, comme des gens qui s'investissent pour les autres et ça, je trouve que ça, on n'a pas fait le job avant de dire que potentiellement, c'est des prédateurs sexuels. Donc, voilà, je pense qu'on a des choses à faire. Je pense qu'on est suffisamment armé en France avec des dispositifs, des regroupements territoriaux, fédéraux, encore une fois, de l'État, mais aussi du mouvement sportif lui-même pour apporter plus de services. Et je crois que c'est la question aujourd'hui que pose la crise du Covid, c'est du service pour les clubs et les dirigeants. Surtout qu'à travers l'honorabilité et la question du respect, moi j'ai en écho, parce qu'il y a la crise, mais la crise ne doit pas effacer d'autres crises, et notamment la crise sociale. Le mouvement des Gilets jaunes, si on en pense qu'on veut, quelque part, il a illustré aussi une forme de séparation entre l'élite et la base, ou en tout cas de défiance à l'égard des institutions. Et s'il y a des barrières qui sont instaurées entre les bénévoles et ceux qui décident des politiques publiques, je pense qu'on n'a rien compris justement à l'enjeu aussi d'une vie associative, en l'occurrence sportive, qui quelque part représente aussi un pan entier de la société au quotidien, dans la proximité des besoins et des réalités que vivent les gens et qui sont très différents d'un territoire à l'autre. Alors il y a Arnaud, comme quoi Arnaud en soutient un autre, Arnaud Berthier, en disant qu'il est d'accord avec toi sur la question des bénévoles. Il y a Yannick Lemeur aussi, qui réagit sur finalement des propositions plus factuelles de soutien. Alors, il y a l'éternelle proposition. Oui, pour être bénévole, il faut du temps libéré. Ça a été dit un peu par Gaël tout à l'heure. Donc, plus la retraite, plus le droit à la retraite vient tard, plus finalement on est libéré aussi de son temps pour être bénévole. Voilà. Est-ce que l'activité bénévole peut aussi ouvrir des droits à la retraite et un nombre de trimestres finalement cotisés? Il y a la question du revenu universel, mais rémunérer un bénévole, est-ce que c'est vraiment ce qu'il recherche? Voilà, en tout cas, il faut continuer à bien avoir en tête que le bénévolat, c'est une ressource importante. Et moi, ce que je voudrais dire, peut-être avant de terminer, à moins que Gaël ou Karim, vous souhaitiez rajouter quelque chose? Il y a une chose qui se fait dans cette... Pardon. Vas-y, Non, vas-y. non, Il y a une chose Vas-y, qui se fait dans Gaël et Karim certains... après. Ouais. D'accord. Il y a une chose qui se fait dans certaines entreprises, c'est aussi les congés abondés quand on fait du bénévolat. Quand on pose des congés pour le bénévolat, du coup, une partie est prise par l'entreprise, ça existe. Et après, juste pour emmener des enfants dans nos activités, suivant les activités, c'est pas le même engagement, c'est pas les mêmes contraintes. Parfois, pour aller faire un entraînement dans le gymnase du collège, par exemple, c'est plus facile que de prendre un minibus et d'emmener tout le monde à plusieurs dizaines, voire centaines de kilomètres, aller pratiquer sur le lieu de pratique sous terre, par exemple. Donc, certaines aides qui sont censées aider les fédérations, en fait, vont en aider certaines, mais pas toutes. Mais ça, il faut bien l'avoir en tête. En tout cas, nous, il n'y a que certains clubs qui pourront y prétendre et pas tous. Enfin, certains clubs qui pourront emmener ces enfants et pas tous. Et une dernière chose, juste pour me corriger, j'ai parlé de 1500 1500 élus dans notre fédération, c'est 1500 élus et ou cadres. Donc forcément, on a beaucoup de brevets fédéraux. Karim? non, c'est bon pour moi. Non, c'est bon? Merci.
Ouais. Arnaud, tu veux ajouter quelque chose avant que j'ai le mot de la fin quand même? Ouais, non, je te laisse le mot de la fin, simplement pour dire, il y a quand même sur les sujets qui nous concernent, moi, c'est un petit clin d'œil à des étudiants que je suis. J'en connais un là, qui travaille en ce moment sur l'éventuel glissement, qui fait une analyse sur l'éventuel glissement de fédérations. Je pense à la lutte, Karim. Est-ce qu'il va y avoir un phénomène où les lutteurs vont aller vers l'équitation ou vers le tennis parce que c'est des sports sans contact et à l'extérieur? Et ça peut être intéressant de voir. Et ça, c'est le mouvement sportif qui peut globalement étudier ça. Est-ce que ça va être un mouvement durable? Est-ce que c'est un mouvement qui va être temporaire? Est-ce que c'est une solution temporaire? On a vu qu'il y a eu des fédérations. Il faut regarder ce qui va bien aussi, des fédérations qui se sont mis d'accord aussi pour essayer de faire en sorte de proposer des pratiques qui sont possibles, qui n'étaient pas le même sport, de manière temporaire. Donc ça, je pense que c'est plutôt intéressant. Et puis j'ai un autre étudiant là qui essaie de faire une thèse, lui, sur l'évolution du modèle économique des fédérations pour sortir par exemple du tout licence entre guillemets. Et donc je trouve que c'est intéressant, ça montre bien. Et globalement, il y a quand même beaucoup de fédérations qui se posent ces questions-là aujourd'hui, parce que la relation entre le club et la fédération est questionnée de manière assez violente aujourd'hui. Les clubs se demandent pourquoi il faut faire remonter de 25 € à la fédération dans une période où la justification c'était l'accès à la compétition et qu'on a coupé l'accès à la compétition. Donc je schématise un peu, mais et du coup la relation parfois club-fédération est assez violente, et donc on a ce phénomène qui fait qu'à mon avis ça pose quand même des bonnes questions, parce que même si après on retrouve la compétition, je le souhaite, je suis compétiteur aussi, on ne peut pas se limiter à ça, hein. Les fédérations non compétitives maîtrisent ça mieux, parce qu'elles travaillent sur ces questions-là depuis très longtemps, historiquement depuis toujours. Mais voilà, ça apportera, si on essaie d'être optimiste, ça apportera aussi peut-être un enrichissement dans la relation club-fédération après la crise. En tout cas, il y a plusieurs fédérations qui réfléchissent en effet à sortir les activités. Et par exemple, la fédération, la FFE-PGV, qui pour le coup est une fédération qui fait des activités d'intérieur, a récemment écrit un communiqué pour demander aux collectivités territoriales de mettre à disposition des espaces extérieurs. Et il y a beaucoup de fédérations, la FSGT également, qui réfléchissent à ces orientations-là. Et justement, sur le modèle économique, moi, je pense que l'enjeu est de travailler à une hybridation des ressources, c'est-à-dire pour être autonome sur son propre projet, dépendre le moins possible d'une seule source de financement. On croyait jusqu'à présent que la licence garantissait l'autonomie des fédérations. On voit bien qu'avec une crise comme celle-là, eh bien, l'autonomie n'est pas garantie, et que par ailleurs, la licence met aussi en concurrence, Gaëlle en a parlé un peu tout à l'heure, mais en concurrence aussi les fédérations entre elles. Néanmoins, c'est quand même le support pour l'autonomie, donc c'est extrêmement important. Ne pas dépendre complètement des pouvoirs publics, notamment pour les enjeux de sortir de l'appel à projet et de revenir sur les questions de fonctionnement. Et donc, travailler, en tout cas, moi, c'est ce que je vais essayer de développer, à l'idée que les activités physiques et sportives associatives, c'est à la fois une production et une ressource commune, qui finalement n'appartiennent à personne, si ce n'est qu'elles font partie de ce grand service public d'accès du plus grand nombre à des activités de qualité. Et donc, pour moi, ce qu'il faut absolument renforcer, c'est la mutualisation. Donc, elle va passer en partie, je pense, par la question numérique, par exemple, parce qu'on ne pourra pas, dans les 10 années à venir, se développer sans des outils numériques, et la Fédération française de spéléologie n'aura pas les mêmes moyens que la Fédération française de foot, pour prendre la plus grande. Et donc, il y a un enjeu de mutualisation, il y a un enjeu de répartition des richesses qui sont produites dans le sport. Alors, les droits TV ont forcément été bousculés cette année, mais la taxe Buffet a été construite sur ce schéma-là. Donc, aujourd'hui, en 2021, comment on réinterroge ces enjeux pour vraiment avoir la capacité, avec l'ensemble des acteurs qui produisent cette richesse associative, cette richesse bénévole, sportive, eh bien, comment ensemble, en fait, on la gère dans le respect et la solidarité de chacune et chacun. Donc, ça veut peut-être dire réfléchir à des modèles qui n'existent pas forcément encore aujourd'hui, mais en tout cas, sortir du tout licence ou du tout public au sens de l'appel à projet, encore une fois, parce que je suis évidemment très partisane d'un maintien et d'un renforcement du budget de l'État alloué au sport, puisque
En 40 ans, il y a 40 ans, il était à 0,72% du budget de l'État. Maintenant, on est à 0,14%. Donc, même s'il y avait plus ou moins d'argent public, il en reste que le sport représente moins d'1% du budget de l'État aujourd'hui en France. Et donc, il ne faut absolument pas lâcher aussi sur cet enjeu de reconnaissance. Voilà, alors 1 heure, ça passe extrêmement vite. Donc, on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Je vous remercie beaucoup, Gaël, Karim, Arnaud, et puis tous ceux, décidément, c'était une histoire d'hommes aujourd'hui qui ont commenté dans le chat. Et je vous donne rendez-vous. Alors, le replay va être disponible dès cet après-midi. Et je vous donne rendez-vous encore lundi prochain, cette fois pour parler du sport de demain. Donc, on va être en articulation étroite avec la thématique d'aujourd'hui. Merci beaucoup à vous et très bonne journée. Merci. 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 Au revoir. Au revoir. Au revoir.